On va revenir sur ce qui était la grosse, quand même. Moi, je trouve que c'est une surprise. Il y avait déjà même des gens qui parlaient de passer chez les poids lourds, d'affronter John Jones. On écrivait un petit peu la suite de l'histoire d'Alex Pereira à l'UFC avant même que ce combat n'ait eu lieu face à Magomed Ankalaev. Et finalement, c'est une climatisation venue du Daghestan qui s'est installée à Las Vegas puisque Magomed Ankalaev s'est imposé. On vous propose en images de décrypter la stratégie. Je vais faire des lancements rapides. Messieurs, vous vous lancez quand vous voulez pour intervenir. On va commencer tout de suite avec, étape par étape, le contrôle de la main avant d'Ankalaev. Et là, je vous laisserai en parler, parce que c'était une étape capitale, finalement, pour réussir à battre Alex Pereira. C'est comment stopper ce bras gauche dévastateur. Pour moi, le combat, il s'est joué sur ça, parce qu'il l'a empêché d'avoir la bonne distance. Il lui a coupé son jab, qu'il n'a vraiment pas utilisé, Pereira. Pour le coup, je pense qu'il en a lancé 5 ou 6 du combat et il n'a pas beaucoup touché. Donc le hand trap, à chaque fois, il l'a empêché de prendre la distance, d'avoir les informations qu'il faut. Les changements de niveau, il tourne autour. Et ensuite, il a réussi à envoyer des bras arrière en étant gaucher. C'est ça qui a touché Pereira et qui l'a vraiment mis dans un bourbier où il n'arrivait pas à s'en sortir. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. À fond, je suis totalement d'accord avec toi. Sur le contrôle de la main, il a fait fort. J'ai vu dans les premières secondes du premier round, il tournait sur le bras arrière. La plupart du temps, dans la plupart des écoles, on nous dit gaucher et droitier, il faut tourner sur l'extérieur du bras avant. Et dans un premier temps, je trouvais qu'il avait réussi à bien annihiler son bras avant, parce qu'on sait que Pereira, ça touche son dehors. C'est exactement ça. Et en fait, j'avais l'impression qu'Ankalaev n'avait pas peur. Ouais. Donc en fait, il était dans la mi-distance, là où Pereira performe, et du coup, on dirait que Pereira était perdu. Il n'arrive à rien faire, il n'arrive à prendre aucune information qui peut l'aider à avancer, à dérouler son jeu. Et même quand il lançait, par exemple, c'est peu de combos en fait. À chaque fois, c'était des coups uniques, soit un low calf kick, soit quand il change, il envoie un high kick, mais dans la garde, pas beaucoup de dégâts et il n'y avait pas de suite. Il n'y avait pas de suite, mais du coup, pour revenir, c'était vraiment le contrôle de la main qui a déterminé. Il y a Israël Adesanya, il le fait pas mal aussi, ça. C'est quelque chose qu'il maîtrise très bien, parce que ça permet déjà d'annihiler le départ. Et en plus de ça, lorsqu'il combinait, il réussissait à mixer sur des bons balanciers de tête. Donc il changeait de garde, il balançait toujours sa tête très sur l'extérieur pour éviter de se faire contrer dans la combinaison. Et quand on était hors combinaison dans du cadrage, déjà même dans le cadrage, ça l'aidait pas mal, parce que je sais pas si vous avez vu, Pereira, il avait fait beaucoup de mal à le cadrer. Il n'arrivait à rien faire. Il tournait, même quand il reprenait le centre, le peu de fois il reprenait le centre, il n'arrivait pas à le cadrer. Il a peu pris le centre, et j'avais vu une stat comme ça, à un moment donné, Ankalaev, il avait 47% de pression. En Pereira, il en avait 14. C'est-à-dire que même quand il avait le centre, il reculait en fait. Exactement. Et ça a basculé parce que, on revient en arrière, là on était au deuxième round, et en fait c'est à peu près là où ça tourne. Mais au premier round, Pereira finalement, il arrive un petit peu à cadrer, il y a eu beaucoup de low kicks. On était sur la stratégie qu'on connaît, il te casse la jambe et après il te détruit. Après je pense qu'il a il a basé son jeu sur les calf kicks en ayant en tête le combat contre Blachowicz. Sauf qu'en Ankalaev, on dirait qu'il est revenu avec de nouveaux tibias en fait. Exactement. Il avait pas mal quand tu repenses au combat contre Blachowicz où il a passé son temps à boiter. Là, on dirait qu'il n'était pas impacté par tous les coups qu'il s'est pris, alors qu'on connaît la puissance des calf kicks de Powhatan. Bon, après là, contre un gaucher, jambe avant, ça fait pas autant de dégâts que quand c'est la jambe arrière qui frappe. Il y a ça. Malgré ça, ça fait mal, mais là, ça n'a pas dérangé Ankalaev. Quand Izzy en parlait, il disait qu'il ne fallait pas en prendre beaucoup. Franchement, quand je regarde le début du premier round, je me dis, s'il en prend encore quelques-uns comme ça, qu'il va prendre par la suite, il ne tiendra plus, il n'aura plus d'appui. Et franchement, je trouve qu'il a été grave résilient là-dessus. Et comme tu dis, une tibia 9 en titanium, parce que là, il en a pris plusieurs et ça ne l'a même pas dérangé dans son... Et il y avait un truc, c'est que dès qu'il en prenait un, il remisait bras arrière. Si tu regarderas, à chaque fois qu'il en a pris un, il a remis ses bras arrière. Donc en fait, la plupart du temps, Pereira touchait, mais il se refaisait toucher tout de suite et en haut en plus. Ça peut perturber. On va regarder sur les prochaines images. On insiste sur le côté passer en gaucher. On sait qu'Ankalaev est gaucher de base, mais il peut passer en droitier, en gaucher selon le fight. Là, il y a vraiment une stratégie autour du fait de toujours rester en gaucher pour être sur cette bataille du pied. On regarde, leurs deux pieds vont forcément se chevaucher ou se croiser à un moment donné. Et surtout... pour aussi pouvoir remettre ça, en fait, bien masquer son bras gauche arrière qui va venir plusieurs fois connecter Pereira. Avec de beaux overhands, avec la tête qui se désaxe systématiquement. C'est ça.
Et puis même, il continuait en fait. Quand il envoyait quelque chose, il continuait. Ouais. Exact. Alors que Pereira, quand il envoyait, c'était des coups uniques. Et regardez là, il a pris le low kick. Direct, il a remisé bras arrière. Le timing. En KLF. C'est ça, il l'a timé et il a contré, il a remisé à chaque fois. Là, on voit. Voilà, même quand Pereira remise, lui, il continue. Et c'est avec ça qu'il l'a acculé, qu'il a réussi à le connecter fin du round. Et tu regardes, là, il n'a pas la cage, il tombe en arrière et il se mange du ground and pound parce qu'il profite d'une feinte où il lève la jambe, il a les pieds parallèles. Ouais. C'est là où il se fait connecter. L'erreur, ça me fait penser au KO qu'il avait mis à Jamal Hill. Sauf que là, il était du mauvais côté. Et on a l'impression qu'il a utilisé un peu tous les schémas ou les pré-schémas qu'on avait vus contre Pereira. Donc, tu sais, Hill, il essayait de baisser cette main avant tout le temps. Prochaska était toujours en rebond pour essayer de lui feinter la lutte. Et il y avait un mix de tout ça chez Ankalaev. On va regarder sur les statistiques parce que, pour le coup, c'était assez clair. Hein. Les rounds, ils sont nets. Il y a 3 rounds à 2 pour Ankalaev, il n'y a même pas de question. Et ce qui est assez perturbant sur les statistiques, c'est que je pense qu'on n'a jamais vu un Alex Pereira en défaut de volume face à un adversaire, c'est-à-dire avoir un adversaire qui frappe plus que lui. Qu'est-ce que tu en penses, Jaito ? C'est incroyable qu'il ait mis que 11 coups à la tête. Il en a tenté 57, il a réussi à en placer que 11, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé son jab. Ça, pour moi, c'est le truc le plus choquant, en fait. Après, moi, sur les stats, je trouve que, de manière générale, souvent, on a le droit à de belles combinaisons avec Pereira. Lorsqu'il est en pressing contre la cage et que la personne est acculée, c'est là qu'il déroule. C'est là qu'il déroule. La plupart du temps, c'est dans cette zone-là, bord de cage, qu'il est le plus dangereux. Et c'est là qu'il crée... Au centre de la cage, j'ai toujours l'impression que Pereira ne combine pas énormément. Tu vois, c'est vrai. Et là, je pense que le cadrage faisait que rarement Ankalaev était acculé et il lui laissait l'opportunité de vraiment dérouler. C'était plus Ankalaev qui faisait du Pereira. Moi, j'avais l'impression, c'est lui qui mettait la pression, il faisait reculer Pereira. Et je trouve qu'à partir du moment où il s'est fait connecter, comme on a vu à la fin du deuxième round, il a passé le troisième round à essayer de récupérer. Et c'est là où il perd le combat, parce que du troisième round, il a envoyé que des calf kicks. Il n'a pas mixé, il n'a rien envoyé. C'est là où je trouve qu'il s'est perdu, Pereira. Le seul point positif limite des stats sur ce côté-là, c'est qu'on voit qu'Ankalaev a quand même tenté 12 takedowns sur Pereira et c'était la grosse interrogation qu'on avait. Hein. Est-ce qu'il peut lutter ? Est-ce qu'Ankalaev aura la lutte ? Même si on sait qu'il lutte avec le haut du corps, etc. Et shout-out à Pierre de Nocens qu'on avait parlé. Mais c'est aussi positif de se dire Pereira finalement amené au sol, c'est une vraie galère par contre. C'est une vraie galère, mais moi je suis en train de me demander si Ankalaev, est-ce qu'il cherchait vraiment à l'amener au sol ? On y arrive. Tu vois ce que je veux dire ? On y arrive. Parce que... Ok, il y a une bonne défense de Pereira. Le Wizard, le contrôle du poignet de l'autre côté, il a fait ça tout le long, il a très bien défendu. Mais j'avais pas l'impression qu'Ankalaev essayait de le ramener vraiment au sol. Il y a eu un moment où il a voulu l'arracher, etc. Pereira est puissant, mais je pense que tout le monde a réussi à l'emmener au sol. Ankalaev, il a cherché à le coller contre la cage. Il a gagné du temps. Et en fait, c'est là où je me suis dit, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Là, on est au 4e round. On sait qu'on est proche d'une égalité. Quel est le moyen le moins risqué que j'ai de gagner un round, de le scorer et de m'assurer la ceinture ? C'est exactement. Je pense que c'est ça. Ouais, totalement. Mais il faut bien qu'on mette l'accent sur le fait que jusqu'au 3e round, je pense qu'à la fin du 3e round, je ne suis même pas sûr qu'on soit en mesure de comptabiliser plus de 1 minute 30 de lutte. Il faut savoir qu'Ankalaev a pris Pereira en striking pour moi. Hein. Quand je vois ça, je me dis il a fait le boulot. Parce que faudrait voir dans quelle partie du combat ou quel round il y a le plus de tentatives de takedown. Mais j'ai eu l'impression que... 4 et 4 et 5. 4 et 5, voilà, 4 et 5. À la fin, quand il avait déjà gagné le combat, en fait. Et c'est ça qui m'a étonné, c'est que tout le long, Pereira, on a l'impression était dans une forme de crainte de sa lutte. Et alors qu'Ankalaev n'a même pas mis sa lutte au service de son striking. Exactement. Il a striké, il a juste striké. Il y a eu très peu de tentatives d'emmener au sol et il a très peu menacé avec sa lutte finalement. Tu vois. Donc, sur ça, il n'y a pas eu une seule tentative de takedown en dehors de la cage. Donc en fait, il a utilisé les tentatives de takedown pour faire du dirty boxing contre la cage, un peu à l'image de Kamaru Usman. Il faisait beaucoup ça aussi. Là, c'est vrai ce que tu dis, il n'a même pas essayé de lutter avec lui en fait, en vrai. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu un truc, il pouvait prendre un high crouch, le monter et le ramener, il l'a pris, mais il a enlevé sa main, il l'a recollé contre la cage. C'est là où il a été super intelligent. Ankalaev, ça a souligné et bien joué à lui, parce que du coup, il a combattu avec ses armes, il a été plus intelligent, plus performant que Et Pereira. c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'on va regarder aussi, on a encore des images de Pereira, on sent que Pereira lâche l'affaire. Je crois que c'est au milieu du 5 round, on voit qu'il est pas, il sait que c'est perdu et ça se voit dans son langage physique finalement dans le cours du combat.
C'est assez particulier. Il y a beaucoup de gens qui disent mais ce Pereira-là, il est méconnaissable. Est-ce qu'il est méconnaissable parce que la stratégie d'Ankalaev est parfaite? Est-ce qu'il est méconnaissable parce qu'il y a des facteurs extrasportifs? On parle de cette préparation pas optimale et tout. Ouais. Forcément, j'imagine la vérité, elle est entre les deux. Mais vraiment, on a rarement vu un Pereira aussi peu actif, c'est-à-dire même dans la mi-distance, qui était un peu l'endroit où il s'était réglé avec Khalil Rountree, avec des frappes, je recule, on renvoie, et il y a ce jeu un peu de bascule à toi, à moi. Il n'est même pas tenté une seule fois de rentrer dans ce jeu-là avec Ankalaev. Vous l'expliquez comment, du coup? Moi, je pense vraiment qu'il avait cette crainte de la lutte. Après, bon, en général, si le camp se passe pas bien ou le cutting se passe pas bien, la chose qu'on doit éviter, si on manque d'énergie, la chose qu'on doit éviter de faire, c'est de lutter. Là, on affronte un fighter qui se veut bon lutteur, qui est bon lutteur, pas qui se veut, mais qui est bon lutteur. Je pense que cette mi-distance-là, déjà, il a été annihilé par la crainte de la lutte. Il y avait vraiment cette forme de crainte. On sentait qu'il n'avançait pas. On peut voir même sur quand il met KO Jamal Hill. Ouais, il était qu'en réaction là sur le combat. C'est vraiment vrai ce que tu dis. Et ça, même pour le système nerveux, c'est fatigant. Tu as peur des changements de niveau. Ils te mettent tous dans une crainte. Et à partir du moment où tu sens que tu n'es plus dans le timing, tu prends du recul avec le fight, c'est bizarre. On sent qu'il est plus là. Pas plus là, mais qu'il prend du recul. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a l'impression qu'il est en retard sur tout. Exactement. Les choses se passent, il les voit, il se dit attends, c'est peut-être le prochain. Non, encore ça va trop vite. Il y a une image qui est marquante quand il se fait connecter à la fin du deuxième, quand il repart à son coin, il est en mode. Ok. Je vois ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que ça l'a pas motivé à aller vers l'avant parce qu'au troisième, il était tétanisé. Il a rien fait. Et c'est là où, pour moi, où il perd le combat parce qu'il prend le cinquième, il perd le troisième. C'est là où il aurait pu. Il y avait encore peut-être la place. Voilà, tu vois. Mais quand il y a la première rentrée en lutte tout de suite, au quatrième, tu te dis la stratégie, ça va être ça. C'est peut-être pas la plus optimale pour que je rebascule encore dans le combat. Mais Ankalaev, il a sorti un game plan aux petits oignons. Vraiment, aux petits oignons. Ouais. Et j'étais surpris parce que je l'ai pas regardé dans la nuit. Du coup, je me suis réveillé ce matin et je suis tombé, avant de regarder le combat, je suis tombé sur quelques informations qui disaient, où je voyais qui laissaient comprendre que Ankalaev avait fait tout le combat contre la cage. Et je m'attendais à voir vraiment un combat, quand je l'ai lancé, un combat où Ankalaev pressionnait, faisait ce qu'il a fait au quatrième round sur 4-5 rounds. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, Pereira, il n'a rien compris au combat. Parce que je pense qu'il n'a pas capté que dans le domaine du striking, Ankalaev a su être plus performant que lui. Il l'a outstriké. Vraiment. Faut dire la vérité. Et le quatrième round, c'est beaucoup de dirty boxing, du cage control. Mais même dans le cage control, il y a cage control et cage control, même si les coups ne font pas de dégâts. Parce que quand je vois ce que Pereira dit, j'ai l'impression que il était que dans du positionnement. Fondamentalement, c'est pas un truc combat amateur qu'on voit où il y a beaucoup de contrôle et au final, c'est ceux qui contrôlent le plus gagnent. Là, il y a vraiment tout un chemin dans Ankalaev qui anesthésie totalement le jeu de Pereira. Il a annihilé son jeu et j'avais l'impression qu'il a gaz out. J'ai l'impression qu'il avait plus de jus, Pereira. Est-ce qu'on s'est à mettre sur le dos de sa préparation qui était bizarre parce qu'il a fait un camp d'entraînement, on ne sait pas comment, et il y a 2 semaines, il était encore en Australie, il corner Strickland, il bouge, il est en Corée, c'est devenu trop une star pour être un combattant. Là, j'ai vraiment l'impression que sur ce coup-là, s'il ne se remet pas en question, ça peut devenir très bizarre pour la suite. Ouais, moi je te rejoins sur le fait qu'arrive un moment, il manquait d'énergie, mais je mettrais plus ça au crédit des Magueri. Tu sais, Ankalaev a envoyé beaucoup de Magueri, coup dans l'axe, plein plexus. Oui, les front kicks qu'il a envoyés. Typiquement, ça, c'est une arme qui enseigne au Mamoudi, tu vois. Pour en avoir pris quelques-uns, ça sape le cardio direct. Donc, je pense qu'il y a peut-être de la préparation, mais il y a aussi beaucoup de Magueri, beaucoup de front kick dans l'axe. À un moment, il en met un, il l'a mis en chassé. L'autre, il recule. Mais c'est ça, mais c'est aussi, moi j'ai l'impression, on va regarder parce que tu nous as sorti encore des images d'Alex Pereira qui pour toi étaient importantes à montrer. On a aussi l'impression que, comme tu disais, on a Alex Pereira qui aujourd'hui était très occupé à vendre l'UFC à travers toute la planète et tout, et son personnage. Là où Ankalaev s'est vraiment donné les moyens de faire le combat de sa vie. C'est-à-dire que franchement, on en a vu des combats d'Ankalaev, on met un champion sans saveur parce qu'on le connaît. Dans cette catégorie, c'est jamais celui qui nous a donné les plus belles guerres, les plus gros highlights, ou alors les performances où vraiment on s'est dit c'est exceptionnel comme... Enfin, en tout cas, pas à ce niveau-là de compétition, tu vois. Et là, face à Pereira, on se dit, mais c'est exceptionnel ce qu'il a proposé. Toutes les opportunités qu'il a à saisir, tous les moments où Pereira hésite, lui, il y va avec toute sa life.
Et c'est peut-être aussi ça qui fait tout basculer. C'est exactement ça, même sa déclaration d'après. Il a dit je veux bien donner une revanche à Pereira, mais cette fois j'aimerais bien qu'il combatte, quoi. Qu'il arrête de fuir. C'est un truc de fou de dire ça à Pereira quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il était dans une surconfiance pendant toute la communication qu'il a eue avant le combat, c'est je vais striker avec lui. Il n'a pas menti en fait. Mais il a dit je vais striker, je vais rester en face de lui et je vais l'éteindre debout. Bon, il l'a pas éteint en le mettant KO, mais il a éteint son jeu, quoi. Et c'était quoi la réponse de Pereira à ça? C'était à la fin du countdown, il dit bon, j'ai entendu dire que le plan d'Ankalaev c'était de rester debout contre moi. Super idée, bête de plan. Si tu fais ça, c'est fini. Donc tu vois, il y a aussi ça qui contrebalance. Ouais, il a perdu à son propre jeu. On va regarder les images. Toi, tu as retenu un truc d'Alex Pereira, c'est cette défense dans le clinch type Muay Thai. C'est ça. Ça t'a beaucoup intéressé. On va regarder. Parce qu'il a beaucoup renversé de situations comme ça. Enfin, il a un wizard, il met des petits balayages. Et ce qui manquait, c'était de réenchaîner ensuite. Là, le contrôle avec le wizard, il tient le risque contrôle et il fait tourner la tête. Il sort. Ça, tu peux combiner aussi avec avec un balayage comme il a fait. Mais ça arrive trop tard. C'est-à-dire qu'Ankalaev, il ne s'est pas senti menacé par ça. Là, cette défense, pour moi, c'est la plus impressionnante de Pereira et ça note vraiment sa progression dans le jeu. Il y a encore 2 combats, ça, il se serait retrouvé sur les fesses. Et sur le dos, il se serait mangé du ground and pound. Mais là, il a très bien défendu le tout en noir, les 2 sur 1 pour le bras fort d'Ankalaev. Il casse le grip, il a un bon équilibre. Il a bien défendu la lutte. Je ne pense pas qu'Ankalaev cherchait vraiment à le ramener au sol parce qu'il aurait pu mettre des crochets et l'emmener de plusieurs façons. Mais je trouve que ça a noté. Il a bien progressé sur les défenses de lutte qui vont avec son style de combat d'un striker, quoi. Ouais. Et mais moi, je pense vraiment qu'il voulait l'emmener au sol parce que juste après cette séquence-là, ça c'est au dernier. Ouais, il rechute dans les jambes pour aller rechercher un... Ça, c'est au dernier round. Quand je dis qu'il ne cherchait pas à le ramener au sol, c'est au 4e, où il le gardait contre la cage en mode cage control. Au dernier, je pense qu'il a essayé de tamponner sa victoire en scorant un takedown. C'est pour ça qu'il va dans son dos, il fait la tirade, il passe derrière, il essaye de le ramener. Mais c'est pour ça que j'ai dit c'est important de noter ça, parce que Pereira a très bien défendu. Et on sent que quand même s'il avait gaz out, il avait toujours de la force. Ouais. Parce que quand à un moment donné, il se prôle sans jeter ses jambes en arrière. Juste, il met son bassin vers l'arrière et il arrive à bloquer l'attaque de... Non, mais on sent qu'il était prêt pour ça, très clairement. Et ces situations-là, c'est pas celles qui les a le plus dérangés, finalement, ou le plus surpris. C'est ça, il a perdu vraiment sur le striking, c'est ça qui me rend ouf, en fait. Le problème, c'est qu'il n'était pas trop prêt pour ça. Il y a des grosses réactions dans le chat, et je peux comprendre. Ankalaev prend un délit de faciès, il a des beaux KO tout de même en carrière. Ok, il n'est pas funky, mais c'est l'UFC, pas la WWE, qui est la ligue de catch. Moi, j'ai écrit un champion sans saveur, mais je l'assume totalement. On va regarder la réaction de Dana White, qui met la ceinture en KF. Le businessman, qui est le grand patron de l'UFC, sait qu'il est passé d'un champion méga star, visage de l'organisation, désolé, mais un champion qui est beaucoup plus humble et discret et qui ne va pas aider à pousser en fait, les ventes de l'organisation de la catégorie. Bah, c'est vrai. En plus, juste avant ce combat, il a eu le Bruce Buffer présente... Poatan avec... The one and only. The one, the only, Poatan Alex Pereira, c'est-à-dire qu'il y a eu qui? Il y en a 3, Connor, John Jones et maintenant lui. Voilà. Ça en dit long sur le statut de star qu'il a acquis. Maintenant, j'ai l'impression que cette défaite, elle est vraiment mal tombée. Attends, t'imagines, la première du The one, the only, tu perds. Et de cette façon, en fait, où tu t'es fait noyer. En fait, il aurait pris un KO, tu peux dire, ça Lucky Shot. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire qu'il s'est fait surprendre par un coup qu'il n'a pas vu venir, mais là, il s'est fait dominer de A à Z. Ce qui va confirmer le fait, et vous le savez, l'UFC, c'est un univers impitoyable. On le dit souvent dans le Sunday, c'est Game of Thrones, quand il y a un trône, tout le monde veut prendre le trône, etc. Malheureusement, quand le roi installé sur le trône ne satisfait pas, on va dire, le grand empereur Dana White, on peut aller très très vite sur des revanches et vers très très vite combattre le champion pour qu'il tombe le plus rapidement possible. On l'écoute, le président en conférence de presse. Clearly, we don't matchmake on fight night, but a fight that close with a champion as great as Pereira has been, do you lean towards immediate rematch? Probably. Alors voilà, quand il dit expéditif comme ça... Quand il dit probablement, ça veut dire oui, tout à fait. C'est déjà au mois de juin, c'est dans 3 mois. Le contrat est déjà dans le vestiaire d'Ankalaev, il a intérêt de signer. Parce que moi, je me rappelle juste de ce qu'il avait fait à Sterling, pour qu'il prenne O'Malley forcé. 3 mois, si tu le prends pas, on va te faire... Merab. Ouais, c'est ça. Non, mais Sterling, c'était encore plus grave parce que c'était 2 mois et demi ou 3 mois après son dernier combat contre Pitarian où il fait une grosse domination. L'autre, il dit je vais prendre un peu de temps pour moi et tout. Non, si tu viens pas, ça va être ceinture vacante, ceinture intérim, tout ça. Il l'a mis dos au mur. Il l'a mis dos au mur. Je pense qu'il va faire la même chose à Ankalaev.
Parce qu'Ankalaev, il n'a pas le potentiel de star. C'est-à-dire, c'est pas Islam. Parce que Islam, t'as beau, un peu, c'est la même raison géographique. Il est plus américanisé, entre guillemets, il parle anglais couramment, etc. Exactement. Ankalaev, même les chiffres, donner des notes sur 10 en anglais, il n'arrive pas à le faire dans des interviews et tout, etc. Il n'a vraiment pas le potentiel de mec qui va te vendre des pay-per-view. Voilà, tu vois. Il a essayé de faire une tentative de c'est fini, Chama, maintenant c'est Big Hank Time. Mais personne ne va dire ça. Faut qu'il arrête. Voilà, donc je pense que l'UFC est perdant sur ce coup-là. Bah, on va voir, parce qu'on a réaction d'Ankalaev, et bah, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Lui, pour le coup, il n'a pas l'impression d'avoir affronté un grand adversaire, en fait. On écoute. Он хочет биться также не так, как в этот раз. Если он готов идти вперед и биться нормально, то я открыт к реваншу, так что нет у нас проблем. T'imagines, il dit peut-être l'homme qui était le plus terrifiant au crâne de l'UFC, s'il est prêt à venir de l'avant et à vraiment se battre avec moi, je veux bien lui donner une revanche. Là, comme elle est léchée, hein, franchement. Il l'a démystifié un peu, tu vois. Mais c'est vrai, parce que même quand il se mange un KO par Adesanya, les gens avaient toujours peur de Pereira. Là, j'ai l'impression que c'est un peu démystifié, Pereira. En gros, là, ce qu'il a fait en Ankalaev, c'est si tu restes à mi-distance avec Pereira et que tu le boxes, tu peux gagner contre lui. C'est un truc qui était inimaginable pour les gens il y a encore 12 heures. Et pour le coup, déjà, je suis d'accord avec toi. Et même pour le coup, je me dis, est-ce que ça peut pas devenir un grand champion? Parce qu'en vérité, cette com-là, elle est magique. Hein. En vrai, tu viens, comme vous dites, tu démystifies. Et il l'avait déjà annoncé, il l'avait dit lors de la conférence de presse avant combat. Il a dit, je vais gagner et vous m'aimerez. Quand tu viens, tu te positionnes comme ça, avec cette aura et cette confiance, et tu t'assumes. En fait, peut-être je pense qu'il va peut-être commencer à attirer les foules. Hein. Il y a moyen qu'il soit... S'il fait un gros job, parce que c'est un travail. Hein. Être une superstar, c'est un travail, même au-delà de la cage, et surtout au-delà de la cage. Donc, mais il a le potentiel, en tout cas, je trouve, dans sa com, dans son aisance, dans ce qu'il propose, il a le potentiel pour être une superstar. Maintenant, il y a les projecteurs sur lui. Entre guillemets, c'est à lui de jouer sa carte et de profiter un peu de ce moment et de cette hype et de commencer à travailler ça. En tout cas, j'avoue que petite revanche Pereira-Ankalaev, vu la qualité de combat, la stratégie, ce que ça amène, hein, même la ferveur autour de ce combat, parce que c'était l'opposition qu'on attendait. Moi, j'avoue que je suis assez chaud pour qu'on le revoie assez rapidement à l'UFC. On va enchaîner, les gars, parce qu'il y avait pas mal de combats sur cette carte du UFC numéroté. Et il y avait, pareil, démystifié. Eux, pour le coup, ils n'ont rien perdu de leur mystique, parce que c'était un retour qui était attendu. C'était le retour de Justin Gaethje face à Rafael Fiziev. Donc, c'était une revanche qui était déjà l'un des combats qu'on avait le plus kiffé. Et donc forcément, on va se regarder un petit peu ce que ça donnait, les amis, parce que moi, j'ai bien kiffé ce combat. Donc on vous l'a fait en 3 étapes. On a Fiziev qui, à l'image du premier combat, le premier round, c'est le sien. Et on est toujours dans ce style de striker ultra technique, ultra explosif, Jalito. Ouais, c'est vrai, c'est tout le contraire des Nakamura généralement, parce qu'eux, ils démarrent, c'est des diesels, ils mettent du temps à rentrer dans les combats. Mais là, Fiziev, il est rentré avec un takedown sur Gaethje. C'était un des trucs les plus impressionnants que j'ai vu. Et ensuite, après, il lui en remet un autre. Et il prend un triangle inversé, celui-là. Parce que là, il suit dans le scramble. Après, il finit quand même en top position sur un triangle inversé. Ouais, là, on voit vraiment le progrès d'un mec qui est passé du Muay Thai à devenir vraiment un combattant MMA complet. Et franchement, il avait un truc à faire. Parce que là, sur le ground and pound, il fait du dégât. Et il aurait vraiment pu finir le triangle inversé aussi. Là, la façon dont les pieds sont mis... En fait, plus haut. En gros, si, il pouvait, quand je dis triangle inversé, il aurait pu même basculer sur un armbar. Il y avait des transitions à faire. Mais c'est juste que là, on dirait que... Même lui, c'était trop beau pour lui, il n'y croyait pas. Et après, voilà, la résilience de Gaethje, c'est vraiment incroyable, quoi. C'était un peu le style de combat qu'on aurait aimé avoir en main event, je te mens pas. En mode je suis totalement d'accord plus ouvert. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, de toute façon, c'est ce genre de combat, ça loupe pas. Hein. Tu peux être sûr, c'est dans la mire. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé, surtout, j'ai bien analysé les déplacements de Fiziev. Et il a une façon de gérer la distance en changeant de garde sur les déplacements qui m'a surpris. Parce que du coup, il est vraiment félin, mais ancré à la fois, comme cet ancrage de l'envoie. C'est vrai. Ouais, on va voir, regarde là, c'est une petite compile justement des clinches, de l'utilisation du Muay Thai façon Fiziev. Une grosse saisie et gros genoux. Les genoux, ils partent à une vitesse, c'est assez... Ouais, c'est explosif, c'est sec. Il y a un contrôle, il y a une force. Tu sens que c'est fort.
Je sais pas comment. Tu sens que c'est puissant, tu sens que c'est précis. Même les middle qu'il envoie, c'est juste Gaethje, c'est un animal. Vraiment. Il aime prendre des coups, il y va, vas-y, tu m'as frappé, j'y vais, j'y retourne. Mais il y en a plein qui auraient été acculés, quoi. Oh, carrément. Et c'est dingue, Gaethje, on l'écoutait récemment, même cette semaine en conférence de presse, il disait ouais, j'étais à un stade de ma carrière où je me suis dit ouais, moi aussi, il faut que je sois ce combattant un peu plus dans la mesure, moins de risques, plus calculateur, stratégique. Et il a dit mais j'ai essayé de faire ça contre Holloway. Il dit mais c'est hyper dur et c'est hyper dangereux. Il me dit parce que dès que tu baisses en attention ou quoi, tu tombes, c'est fini en fait. Il a dit donc j'ai envie de revenir à mon style d'avant en fait et envoyer tout et n'importe quoi. Ouais, il a dit ça a marché un peu pour lui contre Chandler et contre Poirier. Mais il a dit j'ai vu les limites de ça contre Holloway et c'est vrai. Mais là sur ce combat il a été super intelligent parce que à chaque fois les feintes vers la droite, crochet droit sec, court. Ou overhand droite. Donc Fiziev, à chaque fois qu'il y a eu cette séparation clinch, il ne savait pas où aller. Il ne sait pas si ça va venir en haut ou en bas. Et c'est là où il a pris le dessus, Gaethje. En plus, avec ses supercuts magnifiques. Il est tellement vicieux. Il tient la tête. Ça part d'en bas. D'en bas, regarde. Clac. Ça, regardez, c'est magnifique. Hein. Très bien masqué, boum, plein menton. Exactement. Parce qu'on est pile pendant la frappe de Fiziev en plus. Hein. Il rentre dans son coup. Et les gars, juste avant, il se mange un genou dans la tête parce que quand il baisse sa feinte sur la droite, Fiziev, il a commencé à timer. Et quand il fait la feinte vers la droite, c'est vers la droite, là, il a remonté avec un uppercut et c'était fatal, quoi. Là aussi, c'est incroyable. Même ça, en sortie, la jambe qui vient fouetter comme ça. Il est fort en clinch, Gaethje. C'est vraiment fort parce que même il envoie des low kicks. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais avant, il envoyait des low kicks en collar tie. Tu vois, c'est des trucs que tu vois pas trop en MMA. Sur un clinch, il envoie des low kicks. C'était le retour du divertissement, un peu, ces deux combattants qui reviennent. Ça fait du bien pour la catégorie de 70 kilos. Ça fait du bien aussi pour les combats un peu ultra spectaculaires. Ça a été Fight of the Night, c'est bonus pour les deux, c'est 50 000 chacun. Donc, c'est mérité. Ouais. Et en plus, alors, ce qui était étonnant, Gaethje n'était pas favori. Alors, tu sais, on en parlait aussi. Bon, tu sais, il sortait du chaos face à Holloway. Ça donnait Fiziev largement favori, alors qu'il sort de 2 défaites de suite, plus 2 fois les croisés, plus 2 ans d'absence. 2 ans d'absence, oui. 500 jours d'inactivité. C'est ouf, hein. Mais favori. Mais même lui, il ne comprenait pas. Oh, il a dit. Lui, il ne comprenait pas. Mais il a dit, mais je comprends pas. Je dis, non, t'inquiète, parce que je me suis fait coucher la dernière fois. J'aime bien l'autodérision de Gaethje. Il est vraiment. Ils ont été exceptionnels. Dans la même catégorie, les gars, il y avait un petit phénomène chilien, Ignacio Bahamondes, qui affrontait Jalin Turner. C'était le plus grand combat qu'on pouvait faire chez les 70 kilos. Grand en taille. C'est les deux plus grands de la KT, 1m90 et quelques, entre 91 et 93. Et une défense au sol qui, je pense, te fera un peu rager, Jalito. En fait, a été terminé sur un triangle. C'est ça. Mais en fait, Turner, j'ai l'impression qu'il a abandonné. C'est vraiment... Il essaie de mettre des coudes au lieu de sortir son bras. Là, il tape, mais même avant que le triangle il se ferme, parce que le triangle, il n'est même pas placé de ouf. Peut-être mon futur adversaire. Faresiam, en ce moment, il est en pétard. Il est en pétard. Tous les combats chez 70. J'aime bien. Franchement, je kiffe. Il a raison, parce que à chaque sortie, franchement, il devient meilleur. Ouais, il régale. Il devient meilleur. Il a encore une autoroute devant lui. Et franchement, ça serait bien de le voir contre un mec comme ça. Mais c'est bien, en plus, il est là en direct. Il tweet aux bonnes heures. Du coup, les gens peuvent le voir. Nous, on valide en tout cas les petites demandes de Faresiam sur les réseaux. Jalin Turner, il prend sa retraite après. Il a pris la retraite direct. Après, tu sais, si tu regardes son tapologie, tu regardes les combats qu'il a pris, il y en a un, il se fait voler contre Gamrot. Mais il a 3 défaites qui sont marquantes. Il y a encore 3 combats, il aurait pu être top 5. Là, il prend sa retraite, ça va tellement vite dans ce sport. Ouais, c'est fou. Après, moi, je pense que c'est là. Je m'attends à ce qu'il revienne. Hein. Oui, il va revenir. Là, je pense qu'il a besoin d'un changement. Il a une période, j'ai l'impression, mentalement, qui est un peu. En général, quand tu coupes tes locks, et je sais de quoi je parle. Tu vois, là, c'est ça, il a coupé ses locks, il revient, il n'est pas. Tu vois, il n'est pas. Faut qu'il se réadapte. Voilà, faut réapprendre la réduction. Voilà, il est sorti direct, il enlève les gants avant la conférence de presse. Surtout que c'était émotif. Ouais, et même là, le combat, comment il a abandonné, je sais pas. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a lâché l'affaire, quoi. On regarde un peu Bahamondes, on l'a appelé l'homme pressé parce que c'est son 3e finish au premier round. Il y avait un coup de pied retourné, mais il a été détrôné, donc on l'a pas mis dans cette compilation-là. On l'a retiré justement. C'était un buzzer beater, il était à 3 secondes de la fin. Exceptionnel. Face à Roberts, qui est exceptionnel, vous pouvez aller le regarder. Mais petite compilation de ce que peut proposer Ignacio Bahamondes à l'UFC. Sticking him with the jab. Yep. Stopping him from closing the distance. Oh my God. That's as clean as it gets. Walk-off KO. That is sensational. Anti-back wishes it was as clean as that.
Wow. Wow. Oh, again! Right from Bahamondes. Ignacio. Paula Ignacio Bahamondes. My goodness. Shutting down Manuel Torres at spear. With beautiful technique. My goodness, another triangle. Another triangle. He's got Those submissions, long no legs. doubt. Those long legs. That's getting tight. That's getting tight. That's getting tight. He's got it. He's got it. He tapped. Ignacio Bahamondes submits the tarantula in round one. Welcome to the top 15. Mondes. I was wondering why he went to his back there. Et c'est vraiment un striker à la base, Bahamondes. Ok. Mais c'est- Ok, bah, ça, tu le sens sur les beaux contre timés comme ça en général, c'est pas, t'apprends pas ça en quelques années. Hein. Ça, Ouais, c'est ça. Et du coup, comme je disais, c'était lui qui a émulé Léon Edwards pour le combat de Belal Mohamed. Ok. Ouais, c'est On lui son. comprend, ouais, longiligne, grand, Voilà, tu vois. complet, opportuniste. Intéressant, Bahamondes, on va suivre. Un homme qui réussit bien en ce moment, c'est notre ami Anto, puisqu'il avait parlé de Joshua Van, notre combattant du Myanmar, bon, qui a assuré lui aussi, il nous a fait un beau combat solide pour sa réputation. Quel combat. Anto, les bons tuyaux, 90% de réussite pour l'instant. Un seul combattant présenté qui ne s'est pas imposé, c'était à Hexagone MMA. Joshua Van, lui, chez les 57, ça continue de monter tranquillement. Première défaite qu'il inflige à Tsuruya. le Extrêmement Japonais. fort. Extrêmement fort. Parce qu'en plus d'une anglaise qui est vraiment explosive, il a une défense de takedown, mais magnifique. Bah, voilà. Genre, tous les sprawls étaient explosifs. Tous les sprawls, il a fait mal au japonais, j'ai oublié son nom. Qui lui devrait. Franchement, il a une lutte qui est forte, mais il devrait aller faire un petit tour en Thaïlande. Un peu travailler son striking, le Japon. Après, Mais Ouais, Joshua, c'est vrai, Joshua Van, il Une fois avait. qu'il n'avait plus la solution, il faisait plus rien. Mais Joshua Van, pour revenir à lui, très gros débit, explosif, il est fort. En plus, il est suractif. Il combat lui, pour le coup, il combat tous les 3 mois. Il est rentré à l'UFC il y a quoi, en 2023. Et sur toutes les bonnes cartes en plus. Ouais, c'est ça, mais parce qu'il propose du spectacle. Et tu sais, les combattants un peu bonne anglaise et bon sprawl, on aime. Ah oui, on aime. ah là, tu te régales, tu vois. T'es sûr que le rythme du combat, il est toujours élevé en fait. Exactement. Ouais. En plus, de toute manière, on sait que c'est ce que tout le monde aime, hein, vu ça. comment les lois les règles se redirigent pour amener le sport vers ça, vers ce type d'échange debout puissant, des hanches fortes. Enfin, aujourd'hui, avec des hanches fortes, une grosse défense de lutte, des hanches fortes et une anglaise qui avance et qui percute, en réalité, tu peux aller très loin. chercher la ceinture. Donc, ce type de style-là, c'est les styles qu'on va voir, qui bientôt vont performer pour nous régaler. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et Joshua Van, en fait, en gros, il est dans une catégorie où tout peut se jouer aussi. Bah ça. Hein. Pantoja, il a plus d'adversaires. Ils sont obligés d'aller lui chercher des mecs au Rising. Ils Si sont tu obligés connais de. pas, t'as toujours eu de chance. Hein. C'est que... Mais en plus, Pantoja, il n'en a plus rien à faire. Tu sais, ils sont fous des mecs. Il dit, ouais, remettez-moi. Là, il fort. prend Kai Kara France. Mais, ok, mais je pense qu'il va battre Kai Kara France. Et après, il va reprendre KP. Et Voilà. après, C'est il va faire vraiment le tour du manège, genre 10 fois. Joshua, il a encore 2 combats à faire. Ouais, Pour moi, ils vont lui donner un top 15, un top 5 et vas-y. Ils vont essayer de relancer Alma Bayev aussi à côté, je pense. Ouais. Ouais. Il va Ouais, se passer trop de choses. C'est compliqué. Mais Joshua Van, franchement, moi, dès son premier combat, j'étais dans le train. On a hâte de voir qui va nous présenter Anto cette semaine. Il va nous rejoindre d'ici quelques minutes. On regarde la suite de ce qui s'est passé sur cette UFC 313. Il y a eu beaucoup de highlights, même si le main event, c'était un petit peu moins spectaculaire. Le contre de Marshall, il l'a eu. Et pourtant, il s'est jeté, hein, mais malgré tout, il a réussi à toucher. Ouh là là. Ouais. Et c'est bien ce que fait Santos là, mais est-ce qu'il a récupéré des frappes? Il reste 30 secondes. Je suis pas sûr. Et là, la position. Ouais, les micros étaient assez bas. Ouais. Elle les touche dans le menton. C'est un down. C'est un down. C'est un qu'il a fait la leçon. C'est le corps-tête. Par contre, il prend des risques quand même, parce qu'il reste dans la boîte à chaque fois. Mais là, il est en train de. Regarde, il a pris un coup, il n'a pas bougé. Oh, il percute le crochet, la combinaison, c'est terminé. Bien sûr, Léal. Elle est venue pour faire du mal. Ah ouais. Il est très mal intentionné. Waouh. Petite flexion. Le contrôle des mains est important. C'est bien le tir en arrière. Très bien, il a bidé. Il a bidé, mais il n'a pas les crochets. Le triangle, la clé de bras. La clé de bras, c'est bon, les pétards. Voilà, le jujitsu de Ferreira, il est là. Testo, beaucoup.
Et si vous avez suivi tout l'UFC 313, là, normalement, vous êtes chez vous, vous êtes indigné. Parce qu'il manque un highlight. Il manque un highlight de fou qui a ouvert la carte principale de cette UFC. On va le regarder parce que celui-là, il faut le vivre vraiment dans les conditions du direct. Imaginez, il est 4h du matin, vous êtes tout seul, vous êtes en jogging devant votre télé. Il y a la carte principale de l'UFC 313. Vas-y, c'est bon, je me tais, regardez seulement. C'est vraiment étonnant ce rythme de combat, Taylor. Oh là là, il a mis KO. Il a éteint, c'est le highlight de la soirée. C'est le highlight de la soirée, c'est incroyable. C'est 50K, mais direct. Oh là là. Il l'a déconnecté sur un coup de pied retourné, isolé. Ah, c'est fou. La vitesse du coup de pied, il a rien vu. Il sait même pas ce qui s'est passé. C'est fou. Oh là 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 là, le highlight de la soirée. Beau. Le highlight d'une carrière même. Ça va passer longtemps hein, pour Maurizio Ruffi. Waouh! Oh, c'est fou. Délire. Cette team-là, c'est un délire. Voilà, Ils sont forts. Là, on est dans le thème. Ouais, on est en train de finir. mais moi j'ai envie d'être Mauricio Ruffi. Je vois les petites lunettes avec un petit truc comme ça. Donc voilà, moi je me mets en condition maintenant. J'accueille Anto Sterpini. Des fighting nerds, là. Regardez-le, il est... on sent qu'il a plus travaillé cette séquence que nous tous. Ah, il est tout à fait prêt. J'avoue, il en a mis sur les côtés. Il est allé au bout du truc. Je vais pas laisser ça à moitié. Les gars, c'est travaillé tout ça. Non, vraiment, c'est très très fort. C'est par des professionnels. T'as énormément de chance d'être en régie et de pouvoir faire ça discrètement, alors que nous, on a essayé de le là, faire pendant la vidéo. Je suis en train de faire en live, moi, je suis en train de m'arranger. Anto, on va parler des fighting nerds qui viennent perturber l'UFC. Tu nous as préparé 1 milliard d'images et d'histoires, donc écoute, la parole à toi, puisque tu es un crack. Bah, on va tous parler ensemble, de toute façon, ça va être un petit débat sympa. Vous avez tous participé. On parle souvent des grandes académies du MMA, des grandes salles, des gyms, des clubs historiques qui ont forgé des champions. Mais cette année, un ovni a débarqué et il s'appelle les Fighting Nerds. Donc, on pourrait avoir un collectif qui casse tous les codes, des looks atypiques, des lunettes cassées, mais une efficacité monstrueuse. Vous l'avez vu dans la cage, qui leur a valu tout simplement le titre de Gym de l'année en 2024. On peut voir les 4 protagonistes, Jean Silva, Carlos Prates, Caio Borralho et aussi Mauricio Ruffi, mais on va en parler un peu plus. 4 monstres en pleine ascension dans 4 catégories de monstres, tout simplement. Les catégories les plus élevées. Les catégories les plus élevées où il y a le plus de combattants. Le premier, Caio Borralho. 7 victoires à l'UFC, 0 défaite, le plus proche des Fighting Nerds du title shot. Numéro 6 chez les moins de 84 kilos. Jalito, qu'est-ce qu'on en pense de Caio Borralho actuellement? Il est extrêmement fort. Moi, je l'avais vu au Dana White Contender Series où il n'a pas été accepté. Au début, c'était dur pour lui de rentrer à l'UFC, mais une fois qu'il a mis les pieds dedans, exceptionnel. Moi, j'aime bien ce qu'il propose parce que le débit, en plus, il est fort debout, fort contre la cage, fort au sol, complet, très très complet. Et je pense qu'il y a des beaux jours devant lui encore en middleweight. Et un second, Carlos Prates, Joric, 4-0 à l'UFC, 4 KO. C'est le premier des Fighting Nerds à avoir mis 4 KO en une seule et unique année. Tout simplement, il est le numéro 13 chez les moins de 77. Son prochain défi, c'est Geoff Neal. Carlos Prates, qu'est-ce que tu peux en penser de ce combattant des Fighting Nerds? Carlos Prates, je kiffe beaucoup. Déjà, je le suis un peu, donc déjà, j'aime bien sa DA, j'aime bien l'image qu'il représente. Il est létal à l'image de tous les combattants de ce gym-là. J'aime particulièrement parce que lui, je trouve que c'est celui qui a le plus gros pressing. Là, on peut voir, Jean Silva, sur son dernier combat, prendre la mesure et tout. Pour moi, c'est des 4 celui qui a le plus gros pressing. En général, quand les 4 combattent, c'est eux qui avancent. Tout le temps, c'est eux qui avancent. Ils ont ce style. J'aimerais bien voir ce que ça donne à l'entraînement. Parce qu'arrive un moment, si tout le monde avance, mais en tout cas, très prometteur. Très, très prometteur. C'est le personnage, c'est le fighter que je préfère, le style de combat que je préfère le plus. Même devant Jean, que je trouve tous efficaces. Mais... Prates à son combat au Dana White Contender Series, où il rentre à l'UFC. Dana White en l'air, il a dit une phrase... Je pense qu'il n'a pas beaucoup dit. Il a dit, il me fait penser à un jeune Anderson Silva Prime.
Il a dit ça, il a dit, quand même, c'est flatteur. Ah, c'est très flatteur, ça. Ouais, ça en dit long sur ce qu'il en pense. Et en fait, il l'a pas fait mentir. Parce qu'à chaque fois, les 4 combats, il les a finis. C'est normal, parce que comme il fume des clopes, faut qu'il finisse ses combats un peu rapidement, tu vois. Sinon, ça devient compliqué. Le prochain, c'est Jean Silva, lui aussi 4-0, il a combattu et il n'y a pas si longtemps que ça. Prochain combat, l'UFC 314, lui aussi, contre Bryce Mitchell. Jalito, Jean Silva, c'est le genre de combattant que tu apprécies. Hein. C'est le genre de combattant dont je suis fan. Parce que, regarde-moi, il a une déficience mentale qui le pousse à devenir surperformant. Je sais pas comment t'expliquer. Il est pas normal, il n'y a rien qui va. Avant les combats, il pleure. Après, tu sais, il a plusieurs étapes. La première étape, c'est il pleure. Après, il se motive. Après, il te check, il te hype. Après, il te met KO. Après, il pleure. Tout ça va. Tu vois, il est complètement fou et il s'arrête pas, il avance. Il a tout pour être spectaculaire. Parce que ses KO, sa façon de parler avant les combats, sa façon d'agir. Tu as vu la conférence de presse avec Bryce Mitchell. Ils sont forts. Franchement, ils sont forts. Et Silva, pour moi, c'est mon préféré. Et le dernier, c'est Mauricio Ruffi qu'on a déjà vu. Alors Yacine Zaouini qui est parti pour RMC Sport pour la Fight Week de l'UFC 313 a interviewé tous les combattants de la Fighting Nerds. Ils ont dit que c'était lui le meilleur combattant de MMA de la salle. Il est chez les moins de 70 kilos. Il va entrer dans le classement donc 7 semaines après avoir battu Jalil Turner. On le voit où chez les moins de 70 kilos? On rappelle qu'il avait call-out Benoît Saint-Denis. Ouais, je pense qu'il ne veut plus le combattre maintenant parce que ça n'a pas de sens pour lui. Mais lui, il a une autoroute devant lui. Parce que quand tu mets des KO comme ça, Dana White, il t'a dans ses petits papiers et là, il peut lui mettre un Benil Dariush très facilement. C'est ce qu'il a demandé. Justement. Il a demandé, ouais, mais il peut lui donner très très facilement. Et s'il tape Benil Dariush, il fait son entrée dans le top 15 et 7e et 8e. Quoi. Et Jorik, je vais te poser une question de toute l'équipe en globalité. Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui de cette équipe des Fighting Nerds? Pour moi, c'est des assassins sans froid. Hein. Vraiment, là, tous ils sont là pour éteindre, tous ils sont là pour faire mal. Et c'est vraiment c'est marrant parce que c'est vraiment un point commun. C'est l'identité de la salle. Tu sais que s'il y a un Fighting Nerds qui combat, il y aura forcément des coups létaux. Enfin, il y aura un coup létal où il y aura du spectacle et ça va être efficient. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis devant ma télé. Quoi. Et est-ce qu'on va pas trop vite avec cette équipe par peur on va pas les griller, mais il leur manque pas à chacun un gros test dans leur catégorie respective? Ouais, mais la preuve, ceux qui sont à 4 combats vont pas tarder ou intègrent le top 15. Ceux qui sont à 7 combats sont proches de la ceinture. Donc je pense qu'il faut juste laisser le temps au temps. Et ils vont tous aller gentiment se hisser je pense rapidement dans le top 5 de leur catégorie respective. Et ils ont tous moins de 32 ans, je crois. Donc dans le MMA, c'est jeune. Ouais, c'est un cauchemar en fait qui arrive. C'est exactement ça en fait. Ils vont tout arracher, mais je sais pas, ils sont combien dans ce gym et comment ils font leur sparring parce que du coup ils sont tous dans un poids différent, mais je vois peut-être il y a des sparring de Jean Silva avec Borayo. C'est Cao Borrello qui disait, qui s'entraînait avec Jean Silva, mais sans problème. Mais hors combat, ça veut dire quand Cao Borrello fait 93 kilos et que Jean Silva en fait 80. Donc c'est vraiment des barbares. 18 victoires à l'UFC pour tous ces 4-là, 0 défaite. 11 KO, donc près de 2 tiers des combats se finissent par un KO. Il y a 6 décisions, dont 5 décisions par Cao Borrello. Et une seule soumission. Est-ce que les Fighting Nerds, ce serait pas l'Akatsuki du MMA? Moi, je trouve. Ouais, je trouve qu'ils ont le truc. Et en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une team où tu te dis, bon, je viens de ce gym, j'ai envie de regarder. Ouais. Là, c'est un prochain mec qui arrive, il dit, je suis Fighting Nerds, tu vas regarder, tu vas vouloir regarder. Maintenant, il y a un mec qui dit, je viens de l'American Top Team ou, je sais pas, Extreme Couture, c'est pas forcément un truc qui va être attrayant, qui va te donner envie. Là, ils ont géré un marketing. Regarde, j'ai mis ça sur Internet. C'est fou. Ils sont bons. Ils sont très, très bons. Et parmi les teams actuelles de l'UFC, elle a été team de l'année l'an dernier. C'est parti pour une deuxième année consécutive où il y a une équipe qui peut être plus forte en ce moment. En ce moment, ils surfent sur la vague. C'est eux qui ont le branding, c'est eux qui ont les stats, c'est eux qui ont l'efficience. Franchement, même moi, je suis en train de réfléchir à traverser l'océan pour essayer d'aller faire quelques entraînements parce que je trouve qu'ils hype dans la technique et dans le... Moi, je pense que l'année prochaine, ils seront encore en ouais, mais ce qui est route. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que c'est pas... Par exemple, tu vois des mecs de Extreme Couture, tu sais comment ils combattent. Tu vois des mecs de l'American Top Team, tu sais à peu près comment ils vont combattre. Le Kill Cliff, tu sais à peu près c'est quoi. Là, ils sont 4
Mais chacun est dans. Il y en a, il est au nord, à l'est, au sud, l'ouest. Ça va dans tous les sens, mais ça reste cohérent dans le sens où ils cherchent à finir les combats. Ouais. Mais il n'y a pas un style Fighting Nerds. Le style Fighting Nerds, c'est faire des bêtes de combat. C'est bien résumé, j'aime bien. Bon, on va aller un peu plus loin, Sacha, hein, si tu le veux bien. On va vous montrer des images de certains gyms, donc vous allez peut-être les reconnaître en tout cas. Donc voilà, les anciens vont reconnaître très rapidement. On va passer à la première équipe. On va les appeler. Est-ce que vous reconnaissez cette gym? AKA, c'est ça? Exactement, c'est ça, hein, l'empire des lutteurs. Quand on parle de domination, Empire des lutteurs, mais c'est pour American Kickboxing. Ouais, exactement. Javier Mendez, c'est un génie. C'est un génie. Est-ce que quand on parle de domination, on parle vraiment de l'AK? Qu'est-ce qui, à part les titres, bien évidemment, là on parle vraiment des champions, hein, Islam Makhachev, Khabib, Daniel Cormier, même Cain Velasquez, ils ont tous remporté des titres. Mais là, tu reconnais un style. Parce que, genre, par exemple, tu vois Khabib combattre, c'est Cain Velasquez en petit. C'est les mêmes contrôles, le même striking à peu près. C'est Javier Mendez, il a eu Cain Velasquez qui a donné le game plan pour tout le reste. Parce que même Cormier, c'était ça. Des gros lutteurs sur lesquels on travaille le striking jusqu'à gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui est encore plus fort, c'est que dans leur lutte, on peut quand même. Ils ont quand même chacun leur style qui leur sont très propres. Oui. C'est-à-dire Cormier qui allait vraiment aller qui allait moins shooter aussi bas qu'a pu le faire Khabib ou Islam. Donc, et qui avait beaucoup de transferts en hauteur, lutte, en gréco. Donc même dans leur lutte, c'est là qu'on voit qu'ils devaient avoir un gros potentiel et un gros vivier de technique, parce qu'ils avaient chacun une lutte adaptée à leur... Après, c'est la deuxième capitale du Daghestan, là-bas. Il y a un transfert, t'arrives là-bas, il y a 60 Dagestanais, tous prêts à lutter, forcément, tu vas progresser. Hein. On va passer à une deuxième gym, deuxième salle assez connue aussi. Elle est légendaire, celle-là. Celle-là, elle est forte. Holly Holm, John Jones, Frank Mir. J'ai plus le Jackson Wink. Jackson Wink. J'aurais qu'il avait. Hein. Non, si, j'aurais qu'il a eu. Alors là, un peu plus différent des Fighting Nerds. Voilà, c'est. Toute ta vie, ils auront 18 milliards d'heures de vidéos sur toi. Est-ce qu'ils sont plus réfléchis? Carlos Condit. Il y a Carlos Condi aussi, Carlos Condi bien évidemment. Ils sont un peu plus réfléchis que les Fighting Nerds, ou les Fighting Nerds, il y a plus que ça, il y a un peu plus de game plan. Moi, je pense qu'il y aura justement moins de game plan chez Fighting Nerds, parce qu'en fait, ils viennent et ils imposent leur style. Donc, la plupart du temps, il n'y a qu'à voir Bobby Green, King Green. Comment quelqu'un qui est aussi agressif que King Green peut arriver en moins de 10 secondes, le combat commence. Il arrive en moins de 10 secondes contre la cage. Donc c'est quelque chose mais j'ai jamais vu King Green aller aussi rapidement, se faire acculer aussi rapidement. En moins de 10 secondes, regardez le combat. Ça veut dire qu'ils viennent, ils imposent. Donc est-ce qu'on est dans un état de flow? Ouais, vraiment dans un état de flow. Du coup, je pense que l'option game plan est moins, c'est moins réfléchi. C'est plus, Jackson Wink, c'est plus travaillé. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il leur dit « Allez, gamin, amuse-toi. » Vraiment. Avec la tape dans le dos, vas-y. Allez, casse-lui la gueule, vas-y, exprime-toi. Alors que, voilà, quand tu regardes les combats, que ce soit Holmes ou Mir ou John Jones, tu as un petit peu de calcul. Fighting Nerds, c'est pas de calcul. Ils y vont. Ils imposent. Voilà, c'est ça. Et dernière gym, donc on a sélectionné parmi tant d'autres, bien évidemment, on a beaucoup plus que ça. Ça vient du même pays. Ça c'est chaud. Alors un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus historique, c'est que ils ont pas tous été au même moment dans cette gym-là. Ok. Shoot-to-box. C'est exactement ça, Judo Box Academy. Et Shoot-to-box, c'est Black Zillions. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'après ça a changé. Ouais. Alors là, est-ce qu'on se rapproche un peu plus du style des Fighting Nerds dans le style de fight? On peut remontrer, parce que quand même, je suis en train de me rendre compte de la pelletée. Elle est un peu vénère quand même. Machida, Silva, Dos Santos et Aldo. Silva, il a fait ses débuts à Shoot Box et après il est parti. Black Zillions, après il a fait Team Quest. Il a fait la Black House aussi. Black House. Ouais. Non, là, il y a une belle... Machida aussi, c'est fort. Puis c'est ça, gros finisseur, et c'est quasi niveau titre pour tous en fait.
Ouais. Là, je suis encore impressionné en fait parce que tu dis que les mecs là, ils étaient dans la même équipe quoi. C'est qu'un jour, ils étaient tous dans la même salle à s'entraîner ensemble. C'est une dinguerie. Et surtout, ils ont relancé en fait ce côté les équipes un peu stylées. Tu vois, quand on regarde un peu ce qu'ils nous montrent, Anto, c'est que finalement, c'est une époque. Tu regardes Aka, maintenant, il reste quasi que Islam. Il y a Islam et c'est tout. Donc ils ont relancé en fait. Oumar, mais et Daguerre en flyweight, il y a Oumar. Mais voilà, c'est fini presque, j'ai l'impression. Bon, heureusement qu'ils sont là, les Fighting Nerds. Hein. Ouais. Exactement, donc on a fait bien le tour de ces équipes-là. Est-ce qu'un jour, vous pensez que le Fighting Nerds, à continuer comme ça, pourrait atteindre le niveau de ces équipes-là, de reconnaissance? Je pense que ça peut même les dépasser, en fait, parce qu'il y a un truc marketable, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils ont un truc où il y a une image de marque maintenant, Fighting Nerds. Ouais. C'est-à-dire que Black House, Jackson Wings, voilà, ils n'ont pas eu ça, quoi. Il n'y a pas des lunettes avec le... Tu vois, il y a tout un truc. Et puis même, ils ont des personnalités, mais tellement différentes. Il y en a un, son surnom, c'est Ruffy. En fait, c'est par rapport à Luffy One Piece, quoi. Voilà, il y a ça. Il y a t'as Silva, c'est le fou du bus. Exactement, c'est vraiment comme ça, c'est le fou du bus. Ouais. Borayo, c'est le plus sage, alors qu'il est fou. Il a été professeur de chimie. Voilà, c'est incroyable. Voilà, et t'as Prates, le bourré de la gare. Tu vois, c'est... Donc, tu vois, c'est vraiment la Katsuki, en fait. T'as raison, ils ont un truc, chacun a une personnalité, et une personnalité forte qui arrive à je sais pas... Qui fédère, ça. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement ça. Tout le monde est curieux, tout le monde a envie de regarder. Moi, j'ai envie de vous retirer. Qui est le premier champion, selon vous, des Fighting Nerds à l'UFC? Les trois, là. Oh, que je vous tire sous le En coude. tout cas, ce sera pas Caio Borayo. Ouais, je pense pas non plus. Non. On sait tous pourquoi. C'est quoi, j'ai envie de dire Jean Silva. J'ai envie de dire Jean Silva aussi. Ouais, je vois bien Jean Silva. En fait. Parce que franchement... Moi, je vais tenter Prates. Ouais, je tente Prates aussi. Ouais, dangereux. Oh, Welter, Il est dangereux. c'est dur. En fait, le truc, c'est qu'on l'a pas vu trop lutter maintenant. J'ai envie d'être fou. Ouais, c'est son côté vraiment complètement fou, moi. Ouais, je te comprends, je te rejoins, mais tu vois, par exemple, un Shafkat, je pense que c'est problématique pour Prates encore pour l'instant. C'est vrai. Alors que Silva, en fait, je le vois pas. En fait, je vois plus une autoroute pour Silva parce que, on va dire là, il va prendre Bryce Mitchell, il va finir avec ça rapidement, je pense. Il va lui montrer. C'est annoncé, apparemment. Il va lui montrer que la terre est vraiment ronde, finalement. Tu vois, je pense. Et après, au final, je pense qu'il bat Diego Lopez. Mettez-nous dans le chat, je regarde s'il y en a qui voient l'un des Fighting Nerds devenir champion. Et on va finir avec, comme vous avez vu, on a tous décidé de se déguiser un peu, parce que c'est le thème, en fait, cette semaine, de tous se déguiser un peu à RMC Sport. On a un présentateur chez nous qui a démarré une émission avec une superbe image. Jalito, je te laisse regarder. C'est bien fait, hein. Franchement, il a fait un effort. Je sais pas qui était au maquillage ce soir-là, mais bravo, hein. Je trouve la peinture faciale est exceptionnelle. Hein. Il manque un peu de rouge, mais vraiment léger. Mais dans l'esprit, ça va. Il y avait un plateau après. Ouais, je pense que c'est les éclairages. Au début, mais respect à la personne au maquillage. Merci Anto en tout cas d'être venu. Mais de rien. Tu reviens tout à l'heure. Ouais, je reviens tout à l'heure, exactement. Ouais. Petite pépite. Bon bah on fait sortir. Pas de spoil pour l'instant. Okay. Ouais, non. À tout à l'heure Anto. Merci pour tout. Magnifique comme d'habitude. Il est bon ce jeune, il est bon. C'est un vrai crack. Hein. Tu m'as bien vendu. J'aime bien. Faut à suivre. À suivre. Attention, ça arrive très très vite. La semaine prochaine, on parlait de Nassourdine Mavov dans sa catégorie, l'un de ses anciens adversaires. Roman Dolidze qui va affronter Marvin Vettori pour une belle revanche. Dolidze qui avait fait un très bon fight et qui, derrière Nassourdine Mavov, c'est plutôt quand même bien débrouillé. Dolidze, Vettori qui va faire son retour. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu Vettori. Il avait mis son menton à rude épreuve la dernière fois qu'on l'a vu. Donc, Comme à chaque combat, j'ai envie de te dire. On dirait qu'il veut se prouver que moi aussi je peux tomber KO, mais il n'y arrive pas. Il a envie d'être humain. Il a envie d'être comme tout le monde, mais non, il n'y arrive pas. C'est le genre de mec qui met ses shorts à l'envers, il se trompe. En fait, il a signé le combat, il pensait que c'était Roman Kopylov. Oh non. Ouais. Il a dit ça, il a dit ah merde, mais j'ai déjà combattu lui, merde, je savais pas. Il a fait ça. La semaine d'après, c'est gros rendez-vous pour nous. Le retour du dernier pirate Morgan Charrière qui va aller régler ses comptes avec le Royaume-Uni. Il retourne en pétard en Angleterre cette fois-ci avec l'UFC du côté de Londres. Le main event, ce sera l'ancien champion Leon Edwards face à Brady qui est très dangereux. Et Morgan Charrière, lui, va affronter Nathaniel Wood qui était un des combattants prospects britanniques. Il y a de ça 2-3 ans en arrière. Banger ça. Et qui est favori Charrière.
carrière et qui, à mon avis, va encore nous disputer une superbe guerre face à Wood parce qu'il y a la matière avec Wood en face. On rappelle, c'est 3 combats à l'UFC, 2 victoires, 1 défaite, 3 bonus pour mon grand charrière, 100% d'oseille à la sortie du combat. Il y a ça et aucune de ses victoires de sa carrière n'a mal vieilli. À chaque fois qu'il affronte un mec où il est un peu en difficulté, où il perd, le mec là, il performe ou il surperforme. Dernièrement, c'était Chepe Mariscal. Quand tu vois qu'il a perdu contre lui et tu vois Chepe Mariscal, il est capable de quoi? Tu te dis, mais en fait, Morgan, chapeau, quoi.